Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Mali demande à la France de retirer ses soldats sans délai, exigence rejetée par le président français Emmanuel Macron qui met en garde la junte malienne au pouvoir contre toute atteinte à la sécurité des militaires de la force Barkhane. Bilan du sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu jusqu'à vendredi à Bruxelles. Près de 70 chefs d'État et de gouvernement sur place. Un sommet pour refonder les relations entre l'Europe et l'Afrique à travers la relance d'un nouveau partenariat. Puis le recours au charbon vert au Cameroun pour pallier le manque de gaz domestique. Le choix de certains foyers pour ce charbon produit à partir de déchets biodégradables. Une manifestation au Mali célèbre le départ des soldats français. Rassemblement organisé ce samedi dans la capitale malienne Bamako à l'initiative du mouvement de soutien à la junte au pouvoir. Un rassemblement qui a mobilisé quelques centaines de personnes sur la place de l'Indépendance. La France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi dernier leur retrait militaire du Mali. Une opération qui pourrait s'étaler sur plusieurs mois, jusqu'à 6 d'après les autorités françaises. La junte malienne exige, elle, un départ immédiat. On assiste donc à une nouvelle escalade des tensions entre Paris et Bamako avec cette volonté de la junte au pouvoir de voir les soldats français partir dans les plus brefs délais. C'est un sujet de la rédaction. Les généraux au pouvoir à la suite du coup d'État d'août 2020 exigent le retrait sans délai des soldats français de l'opération Barkhane, déployés dans le pays depuis 2014 pour lutter contre le terrorisme. Une demande formulée par la junte vendredi au lendemain de l'annonce par Paris et ses partenaires d'un retrait échelonné sur les prochains mois. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Le désengagement des militaires français, le démantèlement des bases, ainsi que l'évacuation du matériel, dont des centaines de véhicules blindés, représentent un chantier colossal pour la France. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a fait savoir que la fermeture des 3 bases, Gao, Ménaka et Gossi, prendrait 4 à 6 mois. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Ce retrait se traduira par la fermeture des emprises de Gossi, de Ménaka et de Gao. Il sera effectué de manière ordonnée avec les forces armées maliennes et avec la mission des Nations Unies au Mali. 2400 militaires français sont déployés au Mali sur un total de 4600 dans la région du Sahel. La France se retirera en bon nombre et ne transigera pas une seconde sur la sécurité de ses soldats. Une mise en garde du président Emmanuel Macron adressée aux autorités maliennes qui, dans une démonstration de force, ont annoncé toujours ce vendredi avoir neutralisé une 60aine de terroristes. Retour sur le sommet Union européenne, Union africaine tenu jeudi et vendredi à Bruxelles. Une quarantaine de dirigeants des États membres de l'Union africaine et les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne étaient réunis. Rencontre dans un contexte d'instabilité politique au Sahel, comme on vient de le voir au Mali. Sécurité, la relance des économies africaines mise à l'arrêt
par la pandémie, aider aussi la production de vaccins sur le continent, accélérer la transition énergétique et écologique, autant de questions débattues. Et les deux blocs ont une nouvelle fois réaffirmé leur volonté de refonder un nouveau partenariat. Nathalie Mo. Il nous faut maintenant aller au-delà des formulations théoriques. C'est par ces termes que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a invité l'Afrique et l'Union européenne au passage à l'action dans un contexte de rénovation de leurs relations. Il a déploré le manque de volonté politique affichée de certains partenaires pour accompagner le relèvement économique du continent. Le nœud ici n'est pas la disponibilité des financements, mais encore et toujours le rassemblement des volontés politiques, garantissant les meilleures affectations et surtout les systèmes d'une gouvernance mondiale juste et solidaire. Constatant l'échec du partenariat euro-africain en matière d'accès aux vaccins contre le Covid-19 et le financement de la relance économique, Moussa Faki Mahamat a convié les deux parties à une coopération portée sur les résultats. Une coopération franche, juste et équilibrée, transparente, comme n'ont jamais cessé d'interpeller intellectuels fils et filles du continent. Les mécanismes classiques ont clairement affiché leurs limites. Nos deux unions sont sollicitées pour en inventer de nouveaux, plus souples, plus efficaces, plus producteurs de résultats. La bonne pratique d'évaluation périodique et régulière mérite d'être rapidement prise en compte, car elle offre le bénéfice de faciliter les ajustements conjoncturels requis et d'envisager l'avenir avec plus d'assurance et de maîtrise. Un consensus plus que jamais réciproque pour refonder les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne. Une coopération qui a vu son cadre formel modernisé et réadapté par la stratégie commune Afrique-Union européenne adoptée en 2007 et mise en application depuis 2014. Depuis lors, un nouveau paradigme a été scandé. Le maintien de certains noms est une offense à notre dignité nationale, considère le conseil municipal de Ziguinchor au Sénégal, qui a donc décidé de renommer des rues au nom français, des artères de grandes villes sénégalaises comme Ziguinchor, principale ville de Casamance, actuellement dirigée par l'opposant Ousmane Sonko, porte le nom de personnalité française, un héritage de la colonisation. Et cette opération de rebaptisation vise donc à honorer des figures cette fois nationales. Lancement de l'initiative dénommée Usine du futur by OCP, le groupe marocain premier exportateur mondial de phosphate brut, d'acide phosphérique et d'engrais phosphatés. Cette plateforme Usine du futur by OCP qui s'ouvre au monde industriel entend renforcer les partenariats du groupe avec les acteurs de l'innovation. Philomène Tine. Afin d'identifier des start-up marocaines, africaines et internationales capables de co-développer des solutions digitales innovantes en lien avec les métiers industriels du phosphate et des engrais phosphatés, le groupe OCP a initié un challenge dénommé Usine du futur by OCP. Ce challenge s'inscrit dans le cadre du lancement par le groupe OCP de sa plateforme d'open innovation dénommée The Next Seed. L'office chérifien du phosphate est l'une des plus importantes en Afrique et d'ailleurs dans le monde. Donc le fait qu'elle fasse ce challenge est une bonne chose parce que le Maroc essaie d'avoir une vision prospective pour son développement futur. Et on sait que le phosphate jouera dans les années à venir un rôle très important dans le domaine de l'agriculture. Et l'Afrique étant en difficulté alimentaire pour sa population, justement le Maroc s'engage auprès de certains États à leur fournir le phosphate nécessaire pour le développement de cette agriculture pour que l'Afrique soit autosuffisante dans le domaine alimentaire. Les thématiques majeures concernées par le challenge Usine du futur by OCP visent à maximiser la sécurité des collaborateurs, à optimiser le rendement des lignes de production industrielle en réduisant les pertes, à rendre plus efficiente la traçabilité des expéditions et optimiser la satisfaction client autour de l'industrie 4.0. Le Maroc est un vivier de chercheurs et cherche par tous les moyens à attirer aussi dans le cadre justement de son développement des savants ou bien des inventeurs, des innovants. Donc si elle arrive à dégager certains Africains qui pourront accompagner l'office chérifien du phosphate dans le cadre de l'accélération de l'écosystème et d'innovation du groupe, ce serait une excellente chose.
Avec le lancement de son challenge, le groupe marocain OCP met en compétition les acteurs de l'innovation sur les défis de l'usine des phosphates du futur. Il apporte en outre son soutien au développement et à la promotion de l'écosystème entrepreneurial africain et international. Dans l'actualité également, le lancement par l'Éthiopie de la production d'électricité du grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu. Lancement officiel ce dimanche par le Premier ministre Abiy Ahmed. Après plus de 10 ans de travaux, projet de plusieurs milliards de dollars. Le grand barrage de la Renaissance constitue néanmoins, depuis son lancement en 2011, un contentieux entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Le Caire et Khartoum sont inquiets pour leur approvisionnement en eau. Saisi l'an dernier, l'ONU avait exhorté les 3 pays à poursuivre leurs pourparlers. Et malgré l'absence de consensus, le gouvernement éthiopien a poursuivi sa politique avec la seconde phase de remplissage en juillet 2021 de ce barrage annoncé comme l'un des plus importants du continent africain. Des millions de foyers au Cameroun continuent d'être confrontés au manque de courant et de gaz domestique, ce qui complique considérablement la vie quotidienne lorsqu'il s'agit par exemple de cuisiner. C'est ainsi que certaines structures commencent petit à petit à investir sur le charbon vert, un charbon produit à partir de déchets biodégradables. Reportage signé Narcissoum. C'est pour pallier aux pénuries de gaz domestique, parfois observées au Cameroun, et surtout en souvenir des difficultés que rencontrait sa famille en cuisine, qu'Eri Tanque, énergéticien de formation, a mis sur pied à Lukbessou, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, une unité de fabrication des fours à gaz. L'engin fonctionne grâce aux résidus de charbon vert. L'idée principale part du fait que j'ai vu ma grand-mère un tout petit peu galérer et je me suis dit, si ma grand-mère galère, elle n'est pas la seule dans la situation, quoi. Donc il faut que je puisse travailler pour améliorer le cadre de vie des mamans en milieu rural, même urbaine, parce que dans certaines zones de la ville de Douala particulièrement, et ce n'est pas toujours facile. Son foyer à gaz appelé Tanque s'est muni d'un dispositif en fer contenant tous les autres composants et sur lesquels repose la marmite. Il s'agit d'un tube à la forme d'un T qui, à l'aide d'un tuyau, conduit l'oxygène jusque dans la chambre de combustion. Celle-ci est pour sa part tapissée de céramique contenant des résidus du charbon à bois qui produisent à leur tour une intensité de la chaleur qu'émettent les charbons. En plus, c'est une cuisson où on n'a pas, ça n'a pas de fumée, ça ne noircit pas la marmite, c'est écologique. Selon les spécialistes, cette invention devrait permettre de créer une véritable filière du foyer Tanque, outre la production en chaîne et la commercialisation du produit fini. Elle comprendrait aussi une multitude d'activités connexes liées, entre autres, au combustible. Le club Petro de Luanda, espoir du basketball et de son développement dans le pays, l'Angola, où des acteurs du monde du sport tentent de réorganiser cette discipline qui souffre d'une mauvaise gestion, du manque aussi d'infrastructures et d'accompagnement. Marie-Raphaël Antolo. Deuxième discipline sportive la plus connue au monde après le football, le basketball est l'un des sports les plus pratiqués en Angola. Cependant, l'influence du basketball sur l'Angola reste très faible, bien que des compétitions sportives soient très souvent organisées dans le pays. Parmi les espoirs de ces disciplines en Afrique, le club Petro Luanda. La situation du basketball angolais n'est pas mal. Je ne dirais pas qu'elle est mieux ou encore qu'elle est super. Toutefois, nous nous sommes entraînés à nous battre plus que jamais. Tout le monde fait un effort appréciable pour reconstruire le basketball selon nos ambitions. Nous essayons de repartir sur nos objectifs de base, bien que cela nous obligera à y consentir énormément de travail, énormément d'engagement, et nous sommes à la hauteur de la tâche. Nous espérons que ces prochaines années pourront largement faire mieux et gagner plusieurs trophées, aussi bien sur le plan international que local. Au sommet du basketball africain depuis plusieurs décennies, soit dans les années 1980 à 2000, l'Angola a remporté son dernier Afrobasket en 2013 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le pays a par la suite, selon des observateurs, perdu son ascendance dans la discipline ainsi que sa notoriété. De nombreux acteurs estiment que l'apport des autorités nationales et internationales est capital dans l'accompagnement et la performance des équipes.
Nous avons certes le soutien du gouvernement angolais ainsi que des communautés, mais nous essayons d'en obtenir davantage. Je pense que nous devons, pour ce faire, redoubler d'efforts et fournir un travail de qualité, de même qu'inclure le plus de jeunes. À ce jour, l'Angola détient 10 titres de champion d'Afrique de basketball qui ont fait de lui l'équipe la plus titrée du continent africain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.